Nous sommes désormais avec Aude Mirkovic en direct de Lyon, je crois. Aude Mirkovic, vous êtes avec nous? Je suis avec vous. Bonjour Max Lebrun. Bonjour, merci d'être présente pour notre libre journal des idées politiques. Alors vous venez de sortir un ouvrage justement sur la GPA et la PMA, intitulé Après le mariage pour tous, l'enfant pour tous, aux éditions Teki. Vous êtes Oui. maître de conférences en droit privé. Alors les auditeurs connaissent la méthode, j'en ai parlé plusieurs fois. Pour faire passer un principe, une idée ou une réforme, il y a soit la voie politique, de type législative, soit la voie parfois plus efficace, qui est la voie judiciaire. On se souvient de ce véritable coup d'état judiciaire qui était l'affirmation de la supériorité des normes européennes sur les normes nationales, décision de justice qui avait consacré ce principe, c'est un coup d'état incroyable. Et bien là, il semble se passer la même chose avec la PMA et la GPA. L'actualité judiciaire a été assez chargée ces dernières semaines. Aude Mirkovic, est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit ? Oui, en effet, l'actualité est chargée. Donc on se souvient que le 26 juin 2014, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de GPA. Et le gouvernement n'ayant pas fait appel de cette condamnation, cette décision est devenue définitive le 26 septembre. Et, entre-temps, le 23 septembre, c'est la Cour de cassation cette fois-ci qui s'est prononcée à propos de l'adoption d'un enfant né après PMA au sein d'un couple de femmes et réalisé à l'étranger puisque la loi française l'interdit. Alors, est-ce que peut-être vous pouvez rappeler ce qu'est la PMA et la GPA concrètement, Alors, au-delà du terme? Oui, c'est vrai que derrière ces sigles, il faut réaliser ce qui se passe. La gestation pour autrui, ou GPA, eh bien, c'est le fait pour une personne ou deux, célibataires, mariés, hommes, femmes, de commander un enfant à une mère porteuse, laquelle s'engage à remettre l'enfant à sa naissance à ses commanditaires, en général moyennant finance. Quant à la PMA, ce dont on parle actuellement, c'est de la procréation médicalement assistée qui est réclamée par les couples de femmes, c'est-à-dire la possibilité pour l'une d'entre elles d'être inséminée par le sperme d'un donneur, de manière à ce que sa conjointe adopte l'enfant. Donc cette pratique est interdite par la loi française. C'est pourquoi des couples de femmes se rendent à l'étranger, par exemple en Belgique ou en Espagne, où c'est autorisé. Alors, commençons par la GPA. Vous parliez d'actualité judiciaire et notamment la France, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de GPA le 26 juin 2014, donc il y a quelques semaines. Que s'est-il passé exactement pour la GPA ? Eh bien, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en raison de son refus, exprimé par la Cour de cassation, de transcrire sur les registres français d'état civil les actes de naissance américains d'enfants nés de gestation pour autrui aux États-Unis. Donc concrètement, la Cour européenne des droits de l'homme oblige la France à fermer les yeux en cas de recours à la gestation pour autrui, comme si c'était une pratique anodine que la France interdit, mais enfin qui ne justifie pas la réprobation en France dès lors que le fait est accompli. Alors, qu'est-ce que ça va changer Qu'est-ce qui va changer en France après cette décision européenne, concrètement ? Eh bien, concrètement, la France va devoir reconnaître en droit français, c'est-à-dire donner une assise juridique en droit français à cette filiation, pour l'instant américaine, des enfants. Donc c'est une mesure qui est quand même essentiellement symbolique, parce que des enfants américains vivent très bien en France, hein, il y en a beaucoup. Mais justement, le symbole est crucial ici, parce que le fait de refuser cette transcription des actes de naissance exprimait la réprobation du droit français à l'égard de ce que l'enfant avait subi. Et faire comme si de rien n'était, comme la Cour européenne nous demande de le faire, ce n'est pas un service à lui rendre, ni à lui, ni à tous les autres qui, du coup, vont subir cette pratique et naître de GPA futurs, puisqu'on ne peut pas le nier, des personnes tentées par cette pratique sont ainsi, en quelque sorte, encouragées à aller à l'étranger transgresser la loi française, si elles sont assurées de l'impunité une fois de retour en France. Alors, il y a une question sur l'adoption. Finalement, est-ce que l'enfant de la GPA n'est pas un peu comme un enfant adopté ? Alors non, l'enfant de la GPA n'est pas comme un enfant adopté. Parce que l'enfant adopté a subi une blessure d'abandon, quelles que soient les causes, en raison des malheurs de la vie. Cette blessure d'abandon, il en souffre, plus ou moins, selon les cas, mais c'est une blessure qu'il va pouvoir guérir, qu'il va pouvoir apaiser, notamment parce que ses parents adoptifs lui apportent la sécurité affective dont il a besoin, et qu'il sait que s'il y a bien une chose qui est stable dans sa vie, c'est que ses parents adoptifs ne sont pas responsables de ce qui lui est arrivé. Ils sont intervenus au contraire après pour réparer, pour guérir cette blessure. Au contraire, en cas de GPA,
Cette blessure d'abandon, cet abandon de l'enfant, de la femme qui l'a porté, elle est planifiée, elle est organisée, et par cela même qui seront ses parents. Donc lorsque l'enfant va réaliser que que ceux qui sont ses parents sont eux les responsables de sa situation, cela va faire des dégâts et le plonger dans un conflit affectif très délicat à gérer pour lui et dans une situation de précarité affective, d'insécurité affective, parce que la chose qui doit être stable pour un enfant, c'est la confiance qu'il a en ses parents. Et là, la confiance va être atteinte sur son socle, si je puis dire, dans la mesure où il se rendra compte que ce qu'il a subi, ce sont ses parents qui l'ont organisé pour satisfaire leurs propres désirs. Alors une fois qu'on est devant le fait accompli, l'enfant est né d'une GPA, quelle est la bonne solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoute, très franchement, il n'existe pas de bonne solution. Il n'y a que des bricolages juridiques, il n'y a que des pis-aller. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que occulter le préjudice que l'enfant a subi, occulter donc l'achat d'enfant qui a eu lieu, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, faire comme si de rien n'était, c'est que nous oblige à faire la Cour européenne. Ça, c'est clairement la pire des solutions. En réalité, la seule solution qui existe, c'est la solution préventive. Une fois que les enfants sont nés, on réparera jamais ce qu'on leur a infligé. Hein, c'est fait, c'est fait. Ensuite, on peut au maximum essayer d'arranger leur cas, mais la seule solution qui soit vraiment satisfaisante, c'est de prendre des mesures pour éviter que des gestations pour autrui ne se produisent. C'est-à-dire concrètement, il faut sanctionner pénalement le recours à la GPA, y compris lorsqu'il se produit à l'étranger. Est-ce que vous seriez prête? Est-ce qu'il faudrait faire en sorte que les clients de la GPA même aillent en prison? Eh bien, tout à fait. Ils ont commis une infraction grave. Il s'agit d'un achat d'enfant, d'une location d'une femme comme machine à fabriquer un enfant. Je pense que la peine de prison est tout à fait proportionnée à l'infraction commise. À l'infraction dès qu'elle sera incriminée par le code pénal. Mais vous imaginez le traitement médiatique? Encore une fois, on va nous dire qu'on pénalise les enfants en faisant ça. Oui, encore une fois, on va nous dire cela, mais il faut abandonner cette idée absolument incongrue que les enfants ne devraient pas payer le prix des erreurs de leurs parents. Parce qu'à chaque fois que les juges envoient un délinquant en prison, enfin à chaque fois, très souvent, il y a des enfants qui payent les pots cassés des agissements de leurs parents. Lorsqu'on envoie un braqueur de banque en prison, on n'imaginerait pas que le juge dispense de peine le braqueur sous prétexte qu'il a des enfants qui vont subir les conséquences de son action. Lorsqu'un chauffard ivre tue des enfants sur la route, on n'imagine pas qu'on le dispense de sa peine de prison sous prétexte que ça pénaliserait ses propres enfants. Eh bien, c'est pareil, lorsque des adultes se rendent à l'étranger, encore une fois, se payer une femme et se payer un enfant, eh bien, la prison, en tout cas une amende, pourquoi pas suffisamment dissuasive, serait une mesure tout à fait proportionnée et sans doute la plus efficace. Alors, je parlais de la distinction entre le terrain judiciaire et le terrain politique. Sur le terrain judiciaire, la GPA a clairement avancé avec la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de cassation, les deux décisions que vous avez évoquées. En revanche, politiquement, là, il y a une quasi-unanimité, puisque même Manuel Valls a prétendu aujourd'hui dans La Croix que, je cite, « La GPA est et sera interdite en France ». Est-ce que cela vous rassure, Aude Mirkovic? Écoutez, ce sont des paroles. Ce sont de belles paroles, hein, je suis prête à tout à fait l'admettre, mais ce sont des paroles. Et nous attendons les actes. Parce que Manuel Valls dit aussi dans ce même interview que vous citez que la GPA est une pratique intolérable de commercialisation des êtres humains et de marchandisation du corps des femmes. Je n'aurais pas mieux dit. Donc j'adhère totalement à ces propos. Mais comment se fait-il qu'il puisse avoir cette conviction et dans le même temps laisser les sociétés américaines démarcher les clients français en toute impunité pour leur proposer des gestations pour autrui aux États-Unis? C'est-à-dire qu'une plainte a été déposée contre une société américaine qui faisait de la retape en France il y a pratiquement 1 an par l'association Juristes pour l'enfance. Une enquête a été laborieusement ouverte, mais elle n'a donné lieu pour l'instant à aucune poursuite, alors que ces faits sont de notoriété publique. Donc Manuel Valls nous dit aussi qu'il est déterminé à renforcer la répression des entremetteurs qui organisent un marché de l'humain. Bon, mais pour renforcer la répression, il faudrait déjà qu'il y ait une répression. Or, il n'y en a aucune. Aucune de ces sociétés n'a encore jamais été inquiétée. Et d'ailleurs, la même association Juristes pour l'enfance a déposé hier une seconde plainte contre une autre société américaine qui a organisé une réunion de démarchage en vue de la GPA la semaine dernière à Paris, à 300 mètres de l'Assemblée nationale. Alors oui, effectivement, nous attendons la répression. Pour l'instant, ce ne sont que des mots. Et on pourrait multiplier les exemples. Il suffit de taper 3 mots sur Internet
pour trouver une multitude de sites, de petites annonces qui mettent en contact des clients potentiels avec des gestatrices. Ces sites n'ont jamais été inquiétés alors qu'ils ont été déjà dénoncés à l'instance gouvernementale qui est censée pourchasser les sites qui font de la promotion des infractions sur Internet. Donc le gouvernement prétend qu'il veut lutter contre la GPA. Manuel Valls l'affirme aujourd'hui. C'est une excellente nouvelle, mais on l'a déjà entendue cette nouvelle. Donc maintenant, nous attendons les actes. Et alors oui, là cette fois-ci, nous applaudirons dès demain. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute du Libre Journal des idées politiques. Je reçois Aude Mirkovic pour son ouvrage PMA GPA, après le mariage pour tous, l'enfant pour tous, point d'interrogation, aux éditions TEQUI, TE accent aigu, QUI. Un ouvrage qui vient de sortir et qui nous aide à décortiquer toutes ces questions, à nous donner un argumentaire aussi pour affronter et anticiper les débats qui vont se poursuivre dans les prochaines semaines. Alors après avoir décortiqué la GPA, la gestation pour autrui, penchons-nous maintenant sur la PMA, la procréation médicalement assistée. Est-ce que de ce côté-là, c'est un peu mieux, Aude Mirkovic ? Alors hélas, pas beaucoup mieux. Encore une fois, on peut se réjouir de la volonté du gouvernement. Nous attendons qu'il passe à l'acte. En revanche, sur la PMA, la volonté du gouvernement n'est même pas exprimée dans le bon sens. Et surtout, la Cour de cassation, la semaine dernière, a donné un avis favorable à l'adoption d'un enfant issu d'une insémination artificielle avec donneur réalisée à l'étranger par la conjointe, entre guillemets, de la mère de cet enfant. En quoi est-ce préoccupant Alors, c'est très préoccupant parce que concrètement, l'enfant concerné, donc l'enfant qui est né de cette insémination artificielle avec donneur réalisée en Belgique ou ailleurs, cet enfant a été délibérément privé de père, délibérément privé de lignée paternelle pour laisser la place à la conjointe de la mère. Donc autrement dit, il a été conçu d'une manière à ce qu'il soit adoptable. Il a été fabriqué pour l'adoption. Alors tout à l'heure, vous avez bien fait la distinction entre l'adoption et la gestation pour autrui, parce qu'on pourrait se dire, il y a une similitude. Vous nous avez bien dit que dans le cas de l'adoption, l'enfant n'avait pas choisi, et ensuite les parents essayent de réparer une blessure qu'il a souffert, alors que là, tout a été organisé par ses futurs parents. En quoi ici la PMA est-elle différente d'une adoption classique ? Eh bien, un petit peu pour les mêmes raisons. C'est parce qu'il ne s'agit pas de remédier à la situation d'un enfant qui a été privé par les malheurs de la vie de son père, de sa mère ou les deux, en le confiant à des parents adoptifs qui deviennent ses parents. Il s'agit, dans ce cas-là, de fabriquer un enfant adoptable. C'est-à-dire qu'il faut bien rappeler ce qu'est l'adoption. L'adoption, c'est une institution qui est au service de l'enfant, qui a pour raison d'être de rendre à l'enfant ce qu'il a perdu en raison des malheurs de la vie, son père, sa mère ou les deux. Donc l'adoption ne prive l'enfant de rien. Par définition, si l'enfant est adoptable, c'est que les malheurs de la vie l'ont privé de ses parents. L'adoption, elle ne prive pas l'enfant, elle répare, elle tend à réparer. Au contraire, la procréation médicalement assistée avec donneur, ce qui est systématiquement le cas pour des couples de femmes, parce que, y compris avec l'aide de la médecine, deux femmes ne peuvent jamais procréer ensemble, eh bien, la procréation médicalement assistée au sein d'un couple de femmes prive l'enfant délibérément de père. Le but est de concevoir un enfant sans père, de manière à laisser la place à la conjointe. Donc là encore, le manque de l'enfant lui a été imposé par la décision même de ceux-là qui prétendent l'aimer, qui veulent l'aimer d'ailleurs. Donc vous voyez, l'adoption répare, la procréation médicalement assistée prive l'enfant. C'est pourquoi le fait que l'adoption existe ne peut absolument pas servir de prétexte à justifier la PMA pour les couples de femmes. Dans le cas de la PMA pour les couples de femmes, l'enfant est privé de père, non par les malheurs de la vie, mais par la décision de sa mère et de sa conjointe qui ont décidé d'avoir un enfant sans père, de manière à ne pas avoir à le partager avec le père et à se le garder pour elle. Donc cet amour est parfaitement ambigu et il est en tout cas extrêmement injuste à l'égard de l'enfant. Donc les motivations et les intentions de ces femmes ne sont absolument pas en cause, parce que les bonnes intentions peuvent aussi faire beaucoup de mal. Mais c'est justement pour ça qu'il y a des lois, pour protéger les enfants, protéger leurs droits, y compris contre les désirs dont ils sont l'objet.
Alors avant de vous donner un mot, de vous permettre de conclure peut-être que le temps avance, est-ce que vous pouvez nous dire si sur le terrain juridique que vous connaissez bien, puisque vous enseignez, puis vous êtes responsable d'association, vous avez vu une montée en puissance de la justification de la GPA et de la PMA dans des articles, des revues, des thèses, des mémoires? C'est quelque chose qui se préparait ou qui arrivait de l'étranger par le haut, par les institutions internationales uniquement et qu'on découvre subitement? Aude Mirkovic. Dans les écrits juridiques et les débats juridiques, ça fait longtemps qu'on en parle. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est plutôt que la société française se soit emparée de ces questions. Et d'ailleurs, c'est très bien. C'est très bien parce que, en fait, tout cela n'est pas un débat de spécialistes juridiques. Il y a des aspects juridiques, bien entendu. Il y a des droits des enfants que la France est engagée à respecter, notamment la Convention internationale des droits de l'enfant qui protège le droit pour l'enfant, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d'être élevé par eux, alors que ce droit est totalement bafoué, tant par la GPA que par la PMA pour les couples de femmes. Donc ça, ce sont des bombes à retardement et les enfants concernés demanderont des comptes un jour ou l'autre à l'État français. Donc il y a des aspects juridiques, mais enfin, nous ne sommes pas là pour régler un problème juridique. Ce dont on parle, nous parlons d'enfants réels, d'enfants délibérément privés de père, d'enfants délibérément privés de mère, et ça, ce ne sont pas des discours juridiques qu'ils attendent. Ils n'ont pas besoin de débats de spécialistes, ils ont juste besoin que le bon sens, le bon sens reprenne ses droits, et la société civile est certainement la meilleure chance pour eux que le bon sens reprenne le dessus. Parce que les gens qui nous écoutent le savent bien, on peut raconter tout ce qu'on voudra, tout le monde sait très bien qu'un enfant à l'origine a un père et une mère, et que s'il lui manque l'un ou l'autre, c'est parce qu'on l'en a privé. Alors, certains sont privés par les malheurs de la vie de leurs parents, d'autres sont privés par la décision de certaines personnes qui veulent se les garder pour eux. Voilà, donc c'est tout à fait différent. Et le fait que la société civile peut-être découvre, ou en tout cas s'empare de ces questions, je pense que c'est une excellente nouvelle. Alors vous avez parlé de bon sens, je crois que je peux inviter les auditeurs qui veulent en savoir plus et qui veulent avoir en main tous les arguments de bon sens à la portée de tous. Votre ouvrage, Aude Mirkovic, dont je rappelle le titre, auteur de PMA GPA, après le mariage pour tous, l'enfant pour tous, aux éditions Teki. Aude Mirkovic, merci. Eh bien merci à vous Max Lebrun. Et à très bientôt à l'antenne de Radio Courtoisie. À bientôt, merci.